Oui ou non? Oui, professeur. Ah, d'accord. Parce que hier, j'étais dans une réunion et on ne m'entendait pas très bien. Et c'était exactement pareil, le même phone, le même téléphone, et ça marchait pas, je comprends pas pourquoi. Mais sinon, ce que j'allais dire, c'est que là, je réalise qu'on ne va pas finir la totalité du programme prévu. Parce que nous sommes le 14 novembre, le 14 octobre, et là, nous sommes encore au 19e siècle. Et à mon avis, on va jusqu'au 18e siècle. Peut-être la semaine prochaine, on veut finir le 19e siècle et on aura 2 semaines sur le 18e siècle. Je pense que ça va. C'est pas si grave. Et si vous voulez connaître un peu plus du 17e et 16e siècle, allez sur la playlist que j'ai organisée sur YouTube et il y a des cours vidéo ou des conférences sur tous ces mouvements précédents ou avant le 18e siècle. Et le 18e siècle, je pense que ce sera une bonne conclusion parce que je vais parler un peu plus sur Rousseau. Et Rousseau en tant que précurseur du romantisme. Je vais parler un peu de ce côté confessionnel de la littérature de Rousseau. Par contre, ça va impliquer quelques changements au niveau de nos activités, n'est-ce pas? Parce que, comme vous savez, nous avons 50 points pour la dissertation, c'est-à-dire 10 points pour les premières étapes, 25 points pour le texte final, 5 points c'était pour le séminaire sur les œuvres au début du semestre, et il y aura encore 10 points pour l'exposé oral, n'est-ce pas? Donc, tout cela, ça fait 50% de la note, 50 points. Et l'activité que vous m'avez rendue sur l'étranger de Camus était évaluée sur 20 points, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Oui? Mais vous ne répondez pas. Mais je pense que... Oui, oui. Oui, d'accord. D'accord. Ouais. Et donc, peut-être, parce que j'avais prévu une activité, encore une autre, et peut-être ce que je vais faire, c'est vous proposer encore une activité qui était déjà prévue, celle sur les contes fantastiques du 19e siècle, parce que je pense que c'est une activité intéressante, un type de littérature que peut-être vous n'êtes pas habitué. Et la solution que je vois, c'est d'évaluer cette dernière activité sur 30. J'aime pas trop vous proposer une activité avec cette valeur, parce que si vous ratez l'activité comme ça peut entraîner un mauvais résultat. Mais vu les temps que nous avons, je pense que peut-être c'est le mieux à faire. D'accord? Et je pense, si je ne me trompe pas, je vérifie ici dans le fichier au 19e siècle, parce que je pense que ces contes fantastiques sont déjà disponibles. S'ils ne le sont pas, je peux le faire cet après-midi. Oui, ils sont là, les contes fantastiques. Voilà.
En fait, c'est un conte de Prosper Mérimée, un conte de Guy Maupassant et un conte de Théophile Gautier. Ici, dans le cas de Mérimée, il n'y a qu'une histoire. Maupassant et Théophile Gautier, plusieurs, mais je vais choisir un seul. Et je vais vous proposer de choisir, de lire tout d'abord. Je ne vais pas vous proposer de lire les trois auteurs. Peut-être que je vais faire une liste, vous choisissez, et, on va s'organiser pour avoir une division équilibrée entre les contes. Et je vais faire, vous proposer une activité à partir de la... parce que comme vous... c'est parce que, pardon, je suis un peu fatigué. La nuit ici a été difficile avec quelqu'un. Et je partageais pas mon écran. Comme ça, c'est plus difficile à visualiser. Voilà. Donc, vous voyez ici, pour vous montrer où retrouver ces articles ou ces documents, c'est dans les fichiers du cours du 19e siècle. Ici, tout en bas, les contes fantastiques de Gautier, Maupassant et Mérimée, ou Mérimée pour Maupassant. Et donc, vous avez ici les trois auteurs. Et vous avez ici le livre de Todorov qui s'appelle Introduction à la littérature fantastique. Et ce livre-là, c'est un livre des années 70, si je ne me trompe pas. Et Todorov était à cette époque un écrivain, pas un écrivain, mais un critique, un théoricien de la littérature proche ou participant au courant du structuralisme. Et donc, il va essayer de définir le concept de fantastique, d'étrange et c'est l'étrange, le fantastique, et il y a un troisième concept. Et ce que je vais faire, c'est vous proposer un résumé de ces définitions et vous demander d'analyser le conte à partir de ces concepts et dire à la fin si, à votre avis, il s'agit d'un conte fantastique, étrange ou... J'ai oublié la définition qu'il utilise. Je crois que le texte est ouvert ici. Ouais. Les merveilleux. Voilà, c'est le fantastique, l'étrange et les merveilleux. En portugais, on traduit comme fantástico, o estranho e o maravilhoso. Et il aura une définition pour chaque concept. Et ce que je vais vous proposer dans les consignes de l'activité, dans les instructions, je vais vous donner ces définitions de façon courte pour éviter, vous éviter de lire le texte théorique tout entier, mais je vais vous demander de faire ces genres d'interprétation. Si vous considérez le conte participant au genre merveilleux, fantastique ou étrange. Et il y aura une certaine différence par rapport à ces concepts au niveau de l'explication du conte. Et je vous explique pourquoi ces notions ou ces concepts s'appliquent à ces contes. C'est parce que nous avons des contes, par exemple, j'ai oublié le titre du conte, mais c'est un conte, il y a un conte sur un prêtre qui vivait sa vie de prêtre, une vie modeste, équilibrée, sobre. Et quand il dormait, il rêvait d'une vie débauchée, ou une vie comment on dit ça, d'orgie, de fête,
les jeux, dans les casinos, etc. Et déréglé, voilà, ou démesuré aussi. Et c'est intéressant parce que ce qui se passe avec ce prêtre, c'est qu'à chaque nuit, quand il dort, il reprend le rêve d'où le rêve s'était arrêté la nuit précédente. C'est-à-dire que de la même façon que notre vie courante a une séquence, un jour après l'autre, son rêve aussi. Donc, il va vivre de façon double la vie réelle et la vie du rêve. Et au bout d'un moment, il arrive à un moment où il préfère la vie de débauche, quoi. Parce que débaucher, c'est, comment je peux dire en français? Je vérifie ici un synonyme. Parce que c'est pas la même chose qu'en portugais. Une débauche, c'est-à-dire une surabondance qui frôle l'excès. Mais débaucher en tant qu'adjectif, c'est dépravé, dépravado, ces sens-là. Donc, c'est intéressant. Ou des histoires des vampires. Ça fait penser assez souvent, par exemple, à des films comme Noiva Cadáver. J'ai déjà commenté ça à un moment donné, si je ne me trompe pas ici. Donc, ce sont des contes faciles à lire et très captivants, intéressants, amusants à lire. Donc, raison pour laquelle je vais garder cette activité et probablement je vais l'évaluer sur 30. Et comme ça, on aura 50% de la note, 20 points pour l'étranger, 30 points pour le conte fantastique et 50% la totalité de la dissertation. C'est bon? Et puis, on finira les prochaines semaines à propos du 18e siècle, plus spécifiquement sur Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. D'accord? Et je vais faire un peu pareil. Pour faire un peu plus vite, je vais vous indiquer quelques cours vidéo ou ces vidéos que je trouve sur Internet, mais qui ont quand même une certaine qualité. Parce que je les ai toutes regardées avant de vous proposer en tant que matériaux complémentaires, n'est-ce pas? Donc, pour le cours d'aujourd'hui, allons-y. Je voudrais, voyons ici. Voilà. Oui. Donc, la semaine dernière, on a parlé à propos du romantisme. Je vous ai dit que j'aimerais continuer encore la réflexion sur le romantisme. Et je vais essayer de faire peut-être une transition. Je vais terminer la discussion sur le romantisme. Et je vais commenter le Parnasse parce que je vous ai indiqué hier ou avant-hier 2 vidéos sur le Parnasse. Je ne sais pas si vous les avez regardées. Et comme ça, on aura fait cette transition du romantisme au Parnasse et ça va préparer les moments suivants. Peut-être je vais essayer de ne pas rentrer dans les détails du texte. Et je voudrais juste, parce que j'avais commenté la semaine dernière le côté un peu philosophique du romantisme, je vous conseille aussi de regarder les cours vidéo sur les fondements philosophiques du romantisme. C'est la vidéo que Rana m'a demandé s'il y avait un bruit.
Il y a un bruit dans cette vidéo. Comme j'ai expliqué à Hannah, c'était un problème avec les microphones que j'ai utilisés. Mais ça n'interdit ou ça n'empêche pas la compréhension avec un petit peu de patience parce que ça dérange le bruit. Et c'est un bruit, si je ne me trompe pas, à chaque moment où je fais une pause, un silence, et je reprends, ça reprend avec le bruit. Mais ça n'empêche pas de regarder la vidéo. Peut-être un jour, je referai cette vidéo. Pour l'instant, ça va comme ça. Et peut-être pour terminer la discussion sur le romantisme aujourd'hui, je vais vous faire la lecture de quelques poèmes avec vous pour rendre la discussion moins abstraite. Mais pour terminer la discussion, j'avais parlé de ces fondements philosophiques du romantisme, c'est-à-dire, ça fait partie, j'ai déjà parlé beaucoup, j'ai déjà beaucoup parlé sur l'influence allemande et anglaise sur les romantismes français. Pourquoi je reviens à cet aspect? Il y a un philosophe allemand qui s'appelle Fichte, qui a proposé à la fin du XVIIIe siècle en Allemagne une certaine philosophie de la conscience. Et cette philosophie de la conscience n'était pas encore une conscience comme la psychanalyse, mais c'était une conscience du sujet, de la subjectivité. C'est-à-dire qu'il faisait, c'est assez abstrait, mais ça explique dans une certaine mesure la subjectivité présente dans le romantisme. C'est-à-dire qu'il va faire une différence qui est assez récurrente en philosophie, la différence entre le sujet et l'objet, n'est-ce pas? Et nous, en tant qu'êtres capables de réfléchir, de penser, nous sommes des êtres conscients, c'est-à-dire nous sommes des sujets, n'est-ce pas? Et les objets, ce sont les choses qui ne sont pas capables de se penser. C'est-à-dire que, en tant que ayant une conscience, nous sommes capables de réfléchir sur nous-mêmes, n'est-ce pas? Par exemple, quand on dit « Ah, je vis une crise existentielle, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie », c'est-à-dire que nous avons un problème de conscience. Nous sommes en train de se poser ou de nous poser à nous-mêmes des questions à propos de notre vie. Cela, ça vient d'une tradition un peu différente, mais d'une tradition, par exemple, de Descartes, quand il dit que je pense, donc j'existe, n'est-ce pas? Mais Descartes, il était d'un autre courant philosophique, c'est un peu différent. Mais le plus important, c'est que ça marque la présence de la conscience. Et cette conscience, c'est la conscience d'être un sujet capable de penser sur soi-même, n'est-ce pas? De se auto-critiquer, de se mettre. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on fait cet exercice, on devient l'objet de nous-mêmes, n'est-ce pas? Parce qu'on pense toujours sur quelque chose. Et quelque chose, ça peut être nous-mêmes. Donc, je finis avec cette réflexion abstraite. Mais Fichte a été un philosophe très important allemand de la fin du XVIIIe siècle. Et il a été professeur, par exemple, de Hegel, le philosophe très connu, n'est-ce pas? Et il a été professeur aussi des frères Friedrich et August Schlegel, qui sont les critiques littéraires dont je vous ai parlé, dont je vous ai beaucoup parlé.
Je vous ai parlé aussi de Madame de Staël, celle qui a écrit le livre de l'Allemagne et de la littérature en rapport avec les institutions sociales. Et je vous ai dit, j'avais fait une blague qui était les moments commérages ou moments forts, parce que Madame de Staël est une des responsables de l'importation de cette tradition allemande en France. Parce qu'elle part, je fais juste une reprise ici, elle part en Allemagne en raison de la période de Napoléon. Souvenez-vous de cette histoire. Et en Allemagne, elle aura contact avec l'intellectualité littéraire comme Schiller et les frères Schlegel. Et je vous ai dit qu'elle a eu une affaire, elle a été amante de Friedrich Schlegel, et donc ça explique peut-être un petit peu la proximité de Madame de Staël avec cette esthétique allemande. Et puis elle rentre en France avec toutes ces références littéraires, cette réflexion allemande. Donc, et ça c'est important pour... Et puis, voilà. Et une chose importante, là je reprends un petit peu les cours de la semaine prochaine, comme je vous ai expliqué, c'est que un mouvement comme le romantisme n'est pas quelque chose qui commence du jour au lendemain. C'est quelque chose qui commence peu à peu. Les idées vont s'introduire, vont être assimilées. Une fois assimilées, on commence à mettre en pratique ces nouvelles idées sous la forme de textes littéraires, poèmes, romans, journal intime, textes théoriques, etc. Et quand nous avons l'introduction d'une nouvelle esthétique comme celle-ci du romantisme, cela ne se fait pas toujours de façon paisible, c'est-à-dire dans la paix, dans la tranquillité. Il y a les gens qui vont être pour et les gens qui vont être contre. Donc il y a comment je peux dire, des enthousiastes de ces nouvelles idées, mais il y aura aussi des résistants, ou il y aura aussi une résistance à ces nouvelles idées. Et la semaine dernière, si je ne me trompe pas, j'avais commenté un texte de Auger, c'est ce texte ici. Voilà, Discours sur le romantisme de Louis-Simon Auger. Et c'était pour vous donner un exemple, je ne vais pas répéter le texte aujourd'hui, d'une certaine résistance à ce nouveau mouvement, n'est-ce pas? Et il y a un autre texte intéressant, il est ici. Oui. Nous avons, je ne vais pas entrer dans le détail du texte, mais juste vous marquer cette querelle, comme j'avais dit l'autre jour. Donc, vous avez ici le texte, le titre du texte, et le texte a été écrit, vous voyez ici la date, je vais souligner la date, décembre de 1833. Et Désiré Nizar était un critique littéraire important de cette époque et se manifeste contre la littérature facile. Va être un texte, un manifeste contre la littérature romantique. Et pour vous démontrer la vivacité du débat, j'ai ici juste à côté un texte d'un écrivain aujourd'hui moins connu, qui s'appelle Jules Janin,
de la littérature facile, réponse à M. Nizar. Donc, il y avait ce genre de débat, c'est-à-dire que quelqu'un publie un texte pour ou contre, une autre personne va répondre avec un texte pour ou contre. Et qu'est-ce que c'est cette littérature facile qui est critiquée ici par Désiré Nizar et qui concerne les romantismes? Pour résumer, pour parler brièvement, la littérature facile, il l'appelle littérature facile parce que c'est la littérature romantique, c'est cette littérature de l'inspiration. Si on met côte à côte, lado à lado, inspiration et travail de la forme, peut-être le romantisme va laisser un peu de côté la forme et va investir sur l'inspiration, n'est-ce pas? L'inspiration est importante, mais pas que. Il y a aussi l'expression de la subjectivité de l'écrivain, la présence de l'auteur comme une instance littéraire importante, c'est-à-dire que l'auteur va être considéré une espèce de dieu parce qu'il est capable de créer une œuvre ou de créer des mondes, n'est-ce pas? Parce que ce que l'auteur fait, c'est créer des mondes possibles. La littérature, c'est cette création de mondes possibles. Et donc, Désiré Nizar va se poser contre, au contraire, à cette littérature romantique, disant que cette littérature de nature inspirationnelle, si je peux le dire comme ça, est une littérature facile parce qu'elle ne considère pas le travail fatigant de la forme. Mais il aura une réponse disant que non, ce n'est pas comme ça, que les choses changent. Le texte de Jules Janin est un peu va dans cette direction, que les romantismes, c'est un changement du temps. C'est ça, en fait. Et que Nizar, il va accuser Nizar d'être trop bloqué, si je peux dire comme ça, dans une forme littéraire du passé, qui ne répond plus aux questions du moment. Et pour terminer encore cette réflexion sur le romantisme, je n'avais pas commenté, peut-être commenté en passant, il y a Stendhal, Victor Hugo et Baudelaire qui vont théoriser sur le concept de romantisme. Et c'est intéressant de parler de cette théorisation du romantisme parce que ce n'est pas toujours dans l'histoire de l'art et l'histoire littéraire que nous avons cette auto-réflexion sur les mouvements en temps réel, c'est-à-dire dans les temps, dans les moments même où les choses se passent. Peut-être comme nous avons vu le surréalisme, l'existentialisme, c'était des mouvements structurés avec un leader, etc. Peut-être ça peut nous tromper et nous faire penser que c'est toujours comme ça. Et non, et je vous ai bien donné l'exemple du baroque, par exemple, qui est un mouvement du XVIIe siècle, mais qui a été théorisé au XIXe siècle. D'accord? Vous pouvez chercher, si ça vous intéresse, vous pouvez chercher ce genre d'informations. C'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, on n'appelait pas ces mouvements ou ces courants esthétiques
baroque. On parlait d'autre chose. On parlait de ingénierie, je sais pas, comment on dit ça? C'est pas cabriolage, arabesque, etc. Donc, ça n'existait pas et il n'y avait pas cette auto-réflexion sur le mouvement lui-même. Peut-être, là j'anticipe une réflexion, peut-être le mouvement le courant philosophique des Lumières, c'était déjà un mouvement qui faisait cette auto-réflexion. Et dans le romantisme, ça va être très important. Ils vont se comprendre comme un mouvement naissant, surgissant avec de nouvelles idées, et ils vont développer ces nouvelles idées. Et Stendhal et Baudelaire, donc aujourd'hui je ne voudrais pas entrer dans les détails du texte, ils vont défendre une idée du romantisme encore comme ce qui est présent, c'est les moments présents, au contraire du classique qui sont les moments précédents, les modèles précédents, surtout basés sur l'Antiquité classique, c'est-à-dire de modèles plus ou moins éternels. On sait aujourd'hui très bien que ces modèles ne sont pas éternels, mais à cette époque-là, on les croyait encore éternels et répondant à toute demande artistique, existentielle, etc. Et le romantisme, c'est un mouvement qui avait une conscience historique. Ça, c'est important, et c'est important parce que dans le romantisme, il y aura un développement assez important de la pensée, de l'histoire en tant que discipline, en tant que méthodologie d'étude. D'accord? C'est-à-dire que il y a, par exemple, il y a un historien très important en France qui est considéré un historien romantique, qui s'appelle Jules Michelet. D'accord? Donc, c'est ça. Vraiment pour terminer, donc, Stendhal et Baudelaire vont penser le romantisme comme les contemporains, comme les moments présents, différents des modèles statiques et éternels basés sur l'Antiquité classique. Donc, ce sont le modèle romantique contemporain à Baudelaire et à Stendhal va, comment je peux dire, c'est un type de soucis, de préoccupations sur quelles sont les questions du moment dans lesquelles où nous vivons maintenant. C'est pour ça que je parle qu'il y avait cette conscience de la contemporanéité. Pas la nôtre, mais la leur, celle du 19e siècle. Et une dernière information importante, c'est la préface de Cromwell de Victor Hugo. Vous la trouvez en portugais sous les titres du sublime et du grotesque, si je ne me trompe pas. Et dans ce texte, Victor Hugo va introduire cette notion du grotesque qui est très intéressante dans la littérature romantique de manière générale. Peut-être on ne va pas la trouver dans le poème qu'on va voir aujourd'hui, mais d'une certaine façon, cette notion de grotesque de Victor Hugo sera présente dans les contes fantastiques que vous allez lire, n'est-ce pas? Par exemple, si on pense à
Je vais donner l'exemple du film de Tim Burton, A Noiva Cadáver, parce que c'est l'histoire, c'est une histoire qui ressemble à certains de ses contes. Et qui ressemble à certains de ses contes, par exemple, dans lesquels nous avons un personnage qui paraît dans l'histoire, mais qui, en fait, est un personnage qui est déjà décédé, mais qui, pour une raison quelconque, est là encore vivant. 2 secondes, je vais faire ici bien. Ce sont les chats qui me dérangent ici aujourd'hui. Et voilà. Donc, oui. Donc, je parlais de cette notion du grotesque. Et en fait, c'est intéressant. La préface de Cromwell est beaucoup plus intéressante que ce résumé que je fais ici. Mais Victor Hugo va parler de... Parce que vous voyez la conscience du moment historique de Victor Hugo. C'est-à-dire que il était conscient de modèles classiques, comme je disais tout à l'heure, parfaits, bien mesurés, éternels, etc. Et il va dire que cette valeur du sublime, du beau, si il n'y a que ça dans un texte littéraire, c'est monotone, le texte sera monotone, il sera fatigant. Et donc, et en plus, il dit quelque chose de très intéressant qui est la beauté, la perfection, elle a une seule forme, parce que c'est la forme de l'équilibre, de la mesure, etc. Mais le grotesque, le moche, le laid, c'est-à-dire au feio, a plusieurs façons de se manifester. Et donc, quand on introduit le grotesque dans une œuvre artistique ou littéraire, nous avons beaucoup plus de formes de manifestation parce que le laid, feio, a plusieurs façons de se manifester. Tandis que la beauté, le beau, le sublime, n'a qu'une seule forme, qui est cette forme de perfection, d'équilibre, d'harmonie entre les parties, n'est-ce pas? Et donc, c'est pour ça qu'il propose l'introduction du grotesque. Ce n'est pas un remplacement, ce n'est pas une substitution du beau par les grotesques, mais c'est la cohabitation des deux. C'est la présence du beau et du grotesque côte à côte. Et c'est la présence des deux ensemble qui va faire cette modulation dans le texte, dans l'œuvre artistique. C'est-à-dire que c'est comme une symphonie, n'est-ce pas? Il faut avoir des moments vigoureux et des moments plus tranquilles, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je voudrais passer à la lecture de quelques poèmes. Et je reviens ici parce que la semaine dernière, nous avons lu le poème Isolement de Lamartine. Voilà, c'était ce poème-là. Et je vais laisser ici, si nous avons le temps, je voudrais lire le lac de Lamartine, mais je vais laisser ce poème à la fin du cours si nous avons le temps, pour ne pas concentrer sur un seul poème. Voilà, le lac. C'est intéressant, juste une anecdote personnelle sur le lac. Quand je commençais à étudier le français, je ne sais pas si
J'étais déjà allé en France pour un échange universitaire quand je faisais ma licence. Ça a été juste avant. Hannah, je te donne la parole juste après l'anecdote. Et mon père, il est ingénieur de formation. Il a travaillé plusieurs années dans des niches. Et j'étais un jour dans son bureau et je parlais avec un collègue de mon père qui était aussi ingénieur. Et quand je lui ai dit que j'étudiais français, il m'a dit qu'il aimait beaucoup Lamartine et qu'il connaissait de ses cours de français à l'école. Comme vous savez, dans les années 60, 50, 60, 70, les Français étaient la langue étrangère enseignée à l'école primaire ici au Brésil. Et on pouvait même connaître dans ces cours de français un poème ou un poète comme Lamartine. Et un ingénieur, donc c'est pas quelqu'un de lettres. Hannah, tu as levé la main, tu veux dire quelque chose, me demander quelque chose? Je voulais juste poser une question. Pourquoi c'est écrit méditation en haut du poème? Ah, c'est parce que euh, ici, il s'appelle dans ces recueils de poèmes, chaque poème une méditation. Tu vois, parce que ça, c'est quelque chose qu'on avait commenté la semaine dernière dans le cours précédent, euh, parce que le cas euh, tout- tout- toutes ces choses-là que j'ai dit aujourd'hui à propos de auto-réflexion, la conscience de soi en tant que sujet, ces côtés plutôt confessionnels, confessionnels, c'est-à-dire, comment je peux dire ça, c'est de parler de ses sentiments. C'est une espèce de... euh, parce que la méditation comme ça, Anna, n'est pas la méditation comme la méditation zen. De, parce que la méditation zen propose, c'est de se libérer de toute pensée, n'est-ce pas? C'est de vider la tête, de vider la conscience, n'est-ce pas? C'est le zen, c'est presque la non-conscience, n'est-ce pas? Et le cas, mais il y a une autre possibilité de compréhension de méditation qui est la réflexion. Par exemple, je peux vous dire, donc je vais vous proposer trois contes fantastiques. Je vais vous laisser jeter un coup d'œil sur ces contes. Je vais vous donner le temps de méditer à propos de quel conte vous voulez choisir, et puis vous choisissez et faites l'activité. Vous voyez, donc l'idée de méditation, ça peut être un synonyme de réflexion. Et des réflexions, mais c'est très important parce que c'est un type de réflexion sur soi-même. Euh, Peut-être pas forcément sur soi-même, mais surtout à partir de soi-même. Parce que je peux méditer sur un problème, genre, je vais méditer sur une solution euh, pour la pandémie, n'est-ce pas? Mais c'est un exercice de réflexion, et dans ces cas de Lamartine, c'est un exercice de subjectivité, d'auto-réflexion. C'est pour ça qu'il va appeler méditation, et le titre du livre, c'est Méditation poétique. Donc, ce sont des poèmes ou des méditations, des réflexions sous la forme de poèmes. OK? Et ça, c'est important. C'est une bonne question, Hannah, parce que euh, ça va donner les tons de ces poèmes. Ça va nous indiquer les tons subjectifs de ce poème. D'accord?
ce n'est pas toujours le cas. Et même dans un contexte du romantisme, ce n'est pas toujours le cas. Parce que nous avons un côté du romantisme qui est plus engagé politiquement. Et on va voir ça aujourd'hui aussi. C'est pour ça que je veux changer de poète. Parce que ces recueils-là parce que ça, c'est, je vous ai dit que j'aime bien Lamartine, parce que Lamartine est un poète subjectif, un poète mélancolique. Et assez souvent, le mélancolique, la personne mélancolique, c'est cette personne qui se plie sur soi-même, se plier sur soi-même e se dobra sobre si mesmo. A gente usa esse tipo de expressão, seria uma maneira de dizer a pessoa que se fecha sobre si mesmo, né? Qui fait cet exercice. Et assez souvent, on dit que la posture du mélancolique, c'est courbé, n'est-ce pas? Parce qu'il y a ce poids de la réflexion, de l'auto-réflexion. On essaye de se regarder à l'intérieur. Et ce n'est pas toujours le cas de tous les poètes romantiques, en tout cas. Donc, gardons cette notion de mélancolie, de méditation, de réflexion sur soi. Et Lamartine, je vais essayer de revenir à cette réflexion après. Mais je voudrais vous donner d'autres exemples de poètes. Et donc, j'avais réservé ici. J'arrive pas à avancer. Et Han, ça sert à ta question aussi. Ici, c'est un autre livre de Lamartine. Et je vais ouvrir ici la couverture. C'est ce genre de livre vieux. Donc, vous voyez, ici, c'est un autre livre de Lamartine parce que les méditations poétiques a été publié en 1820. Et ici, nous avons Harmonie poétique et religieuse de 10 ans plus tard, de 1830. Et vous voyez, c'est intéressant parce que je n'ai pas donné d'emphase, je ne vais pas dire, je n'ai pas mis en relief, par exemple, l'importance et l'influence de Chateaubriand dans le romantisme. Mais si la littérature classique a comme modèle l'Antiquité classique gréco-romaine, la littérature romantique va chercher ces modèles dans le Moyen Âge, c'est-à-dire la période gothique et le christianisme. Et pourquoi je reviens à cette idée? Parce qu'avec le christianisme, et le catholicisme, etc., nous avons cette idée de la méditation, aussi de la confession et de l'écoute de la voix intérieure. Et vous voyez comment il y a un pont ou une liaison entre la réflexion subjective qui vient de cette pratique de la confession, parce que vous voyez, la confession, c'est un exercice d'auto-réflexion et de conversation intérieure, parce qu'on s'écoute et on parle avec soi-même dans cet exercice, n'est-ce pas? Parce que si je vous demande, dans un contexte religieux, est-ce que vous avez péché? Quel péché vous avez pratiqué, commis? Et donc, il vous faut penser, qu'est-ce que je fais mal à quelqu'un? Est-ce que j'ai bien agi dans tous les moments de ma vie, dans toutes les relations avec les autres? Et on fait ce genre de réflexion intérieure ou interne, pas antérieure, mais intérieure, non intérieure, mais intérieure.
etc. Donc, cette notion de la poésie romantique comme expression des sentiments et de la subjectivité, elle vient d'une tradition confessionnelle chrétienne. Et Chateaubriand, par exemple, va mettre ça en évidence. D'accord? Et pourquoi ça me fait penser? Parce que Lamartine va voir ce livre-là, Harmonie poétique et religieuse. Donc la religion chrétienne a été très importante pour les romantiques. Encore, mais c'est intéressant ce que je vais te dire. C'est que j'insiste sur cette question de la voix intérieure, de l'expression du sentiment, de la subjectivité, etc. Parce que ça n'a pas toujours été le cas, même en poésie. Parce que la notion d'inspiration, par exemple, si pour un poète romantique, l'inspiration, elle vient de l'intérieur du poète, pour les poètes précédents, l'inspiration, elle vient du monde externe, elle vient des muses. C'est quelque chose à l'externe qui inspire le poète. Le poète est à l'écoute de ses muses et de ses inspirations. Et le poète est une espèce de capteur, d'antenne qui capture l'inspiration qui vient de l'externe ou de l'extérieur. Et dans ce genre de littérature romantique, l'inspiration et la création, elle vient de l'intérieur. Le poète est capable de créer à partir de soi-même, raison pour laquelle le poète et l'écrivain, à partir du IXe siècle, aura cette aura. Cette aura, en français, ça sonne mal, mais il terá essa aura divine, parce que comme Dieu a créé le monde à partir de soi-même, son image et similitude, le poète romantique est capable de créer l'œuvre d'art à partir de soi-même. D'accord? Et donc, voyons ici les contemplations. Non, ici, les feuilles d'automne, les balades. Ici, c'est déjà musée. Non, voilà. Et je vais... C'était un voyageur. C'était un poème de Victor Hugo que je cherchais. Ah oui, c'est celui-là. C'est un poème pas très long. Oui, il n'est pas très long. Je zoome. Voilà. 2 secondes parce que maintenant les chats veulent sortir. Il y a un moment où il veut entrer et il y a un moment où il veut sortir. Et dans 2 minutes, il va vouloir entrer encore une fois. Et c'est ça. C'est le mouvement de la vie du chat. Il n'est jamais content. Et elles sont gentilles quand même. Pas toujours, mais voilà. Donc, ici, nous avons un poème de Victor Hugo. Et vous allez voir, c'est intéressant de comparer le poème précédent. Je vais revenir au poème de Lamartine. Je vais lire juste la première strophe
du lac, c'est le poème que nous n'avons pas encore lu. Mais je vais commencer juste pour vous montrer une différence des tons, d'accord, et travailler de façon comparatrice. Donc, vous voyez ici le poème Le lac de Lamartine. Donc, la première strophe, c'est celle-là. Ainsi, toujours poussé vers des nouveaux rivages, dans la nuit éternelle, emporter sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour? Et donc, vous voyez qu'il commence avec une question ici, n'est-ce pas? Donc, ainsi pousser vers de nouveaux rivages, comment je peux dire, des nouvelles contrées, des nouveaux endroits, etc. Donc, ainsi toujours pousser vers de nouveaux rivages. Et ça, c'est je vous apporte une information biographique de Lamartine. Lamartine a été diplomate. Je ne sais pas s'il était diplomate ou s'il a travaillé avec un oncle qui était diplomate. Et donc, il a vécu en Italie. Raison pour laquelle il y a un sentiment de nostalgie, n'est-ce pas? Donc, pousser vers de nouveaux endroits, de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle, emporter sans retour. Donc, on est mené sans la possibilité de retourner. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour, entre a âncora, né, de jogar a âncora um só dia. Et puis, en lac, l'année à peine a fini sa carrière et près des flots chéris qu'elle devra revoir. Regarde, je reviens seul m'asseoir sur cette pierre où tu l'as vu s'asseoir. Donc, ici, il va parler avec le lac et il parle l'année à peine a fini, l'année vient de finir, et près les flots chéris qu'elle devra revoir, regarde, il parle directement au lac. Je reviens seul m'asseoir sur cette pierre où tu l'as vu s'asseoir. Et je vous dis déjà, c'est un poème qui va parler d'une perte, d'une personne qui est décédée, qui est morte. D'accord? Donc, on passe au poème de Victor Hugo, et c'était celui-là. Et vous allez voir que le poème de Victor Hugo, c'est d'un langage déjà un peu plus difficile. Et il y a un autre ton un peu différent. Il y a quelque chose ici que je vais remarquer, attirer votre attention. Donc, dictée en présence du glacier du Rhône. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un poème qui a été dicté en présence du glacier du Rhône. Rhône, c'est un fleuve. Donc, vous voyez que quelque chose de très important pour les poètes romantiques, ou pour certains poètes ou certains poèmes, c'est cette présence dans la nature, n'est-ce pas? Et donc, nous avons ici la première strophe de Victor Hugo. Souvent, comme mon esprit riche en métamorphoses flotte et roule endormi sur l'océan des choses, Dieu, foyer du vrai jour, ne luit point aux yeux, mystérieux soleil dont l'âme est embrasée, le frappe d'un rayon et comme une rosée, le ramasse et l'enlève aux cieux. Vous voyez que c'est déjà un peu difficile. Juste un petit commentaire, parce que lundi, au début de la semaine, j'ai participé comme jury d'une soutenance de thèse, des thèses de thèse. Et le travail était sur un poète, Jacques Romain, un poète haïtien du Haïti, mais il est plus connu
en raison d'un roman qu'il a écrit, mais là, le candidat a travaillé sur sa poésie. Et pourquoi je parle de ça? Le sujet n'a rien à voir, sauf qu'il s'agissait de poésie. Et il y avait un autre professeur qui est très fort et très attentif à la question du rythme, de la rime, de la métrique, de la poésie. Et ça, c'est intéressant, mais moi, par exemple, c'est quelque chose que moi, j'aime pas trop considérer. Donc, je voudrais juste faire cette remarque que cette remarque, c'est le chat, encore une fois, mais je vais laisser dehors, qu'il y a cette possibilité et en fait, c'est la lecture qu'à mon avis, il faut faire. Une lecture qui prend en compte le contenu, l'essence du poème, mais aussi le côté musical du poème. Mais moi, j'admets que j'ai un peu de difficulté à tenir en compte ce côté plus rythmique, plus musical du poème. Donc, je ne vais pas mettre en évidence ces aspects-là dans la lecture. Mais donc, nous avons ici cette première histoire. Donc, souvent, quand mon esprit riche en métamorphose, donc son esprit change parce qu'il est riche en métamorphose. Flotte et roule endormi sur l'océan des choses. Et vous voyez, l'océan des choses, c'est une métaphore, n'est-ce pas? L'océan das coisas. C'est une immensité. Dieu, et peut-être si vous n'êtes pas habitué à la lecture de poésie, assez souvent, il faut réfléchir, c'est comme une partition musicale, n'est-ce pas? Assez souvent, pour jouer de la musique à partir d'une partition musicale, il faut étudier préalablement, étudier d'abord la partition et après jouer la musique, n'est-ce pas? Parce qu'il faut comprendre les choses. Et assez souvent, le poème nous exige cette compréhension parce qu'on lit une première fois, on ne capte pas l'essence immédiatement parce qu'il y a des inversions, il y a des tournures de phrases, parce que le poème est composé avec les notions de rythme, de rime, de musicalité, etc. N'est-ce pas? Donc, il y a assez souvent, le poète a besoin de manipuler les langages pour l'organiser de façon musicale, rythmique et rimée. N'est-ce pas? Donc, Dieu, foyer, et vous voyez, pardon, j'allais dire encore une chose importante. C'est très important de faire attention à la ponctuation aussi, parce que ça va nous donner, ça peut nous donner certaines réponses, n'est-ce pas? Donc, je vais répéter la lecture, mais c'est intéressant parce que la virgule ou les virgules, elles peuvent changer de rythme et elle va nous donner aussi cette indication du sens. Par exemple, souvent, quand mon esprit riche en métamorphose flotte et roule endormi sur l'océan des choses, vous voyez la différence entre respecter le vers et la strophe ou respecter comme s'il s'agissait d'un texte en prose. 2 secondes, je vais ouvrir la porte pour le chat parce que sinon il va réveiller quelqu'un. Non, il me semble que quelqu'un est déjà réveillé, donc ça va. Voilà, je suis désolé.
c'est la magie du travail à la maison. Donc, voilà. Mais vous voyez, à la maison, nous avons les chats qui dérangent. Quand nous sommes à l'ONB, il y a le camion qui ramasse la poubelle, qui nous interdit d'avoir cours pour 3 minutes, 5 minutes de temps en temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces camions qui passaient à l'intérieur du bâtiment. Donc, voilà. Donc, vous voyez, je vais lire les 2 premiers vers en respectant le vers et en respectant comme s'il s'agissait d'un texte en prose. Donc, souvent, quand mon esprit riche en métamorphose flotte et roule endormi sur l'océan des choses, Dieu, foyer du vrai jour, qui n'est lui point aux yeux, mystérieux soleil dont l'âme est embrasée, le frappe, etc. Mais il y a une autre façon de lire qui est celle de la prose. Souvent, quand mon esprit riche en métamorphose flotte et roule endormi sur l'océan des choses, Dieu, foyer, et vous voyez, j'essaye de vous expliquer. Dieu, virgule, foyer du vrai jour qui n'est lui point aux yeux, mystérieux soleil dont l'âme est embrasée, le frappe d'un rayon, et comme une rosée, le ramasse et l'enlève aux cieux. Vous voyez comment la ponctuation est très importante, parce que souvent, quand mon esprit riche en métamorphose flotte et roule endormi sur l'océan des choses, ici il parle de son esprit. Et souvent, quand ça arrive à son esprit, Dieu, qui est Dieu? Dieu est le foyer du vrai jour qui ne lui point aux yeux. Et Dieu, mystérieux soleil dont l'âme est embrasée, le frappe. Dieu le frappe d'un rayon. Dieu frappe l'esprit du poète d'un rayon et comme une rosée, rosée ici plutôt orval, d'accord? Je vais même vérifier, mais normalement c'est orval. Voilà. Et comme une rosée, le ramasse, c'est-à-dire Dieu frappe d'un rayon le esprit riche du poète et le ramasse et l'enlève aux cieux. Vous voyez que, je vais le dire en portugais, o poeta está nessa circunstância, ele fala do espírito rico em metamorfoses e que flutua e rola, né, adormecido sobre o oceano das coisas, e Deus bate, né, frapa com um raio de sol e o leva e eleva aos céus. Ok? Et vous voyez que ce n'est pas si facile à capter cette information à partir oui, Jobim est scandaleux. Donc, vous voyez que ce n'est pas facile à comprendre cette première histoire. Avançons sur la deuxième. Alors, nuage errant, ma haute poésie vole capricieuse et sans route choisie de l'Occident au sud, du nord à l'Orient. Et regarde du haut des radieuses voûtes les cités de la terre et les dédaignant toutes leur jettent son ombre en fouillant. Et alors, nuage errant, ma haute poésie. Vous voyez qu'ici, il ouvre cette espèce d'apostrophe entre virgules. C'est pour dire ma haute poésie, qui est un nuage errant, c'est une métaphore pour parler de sa poésie. A poesia dele, então, é uma nuvem errante.
vol capricieuse, c'est-à-dire sa poésie. La poésie ici, il faut comprendre presque comme l'inspiration. D'accord? Et sans route choisie de l'Occident au Sud, du Nord à l'Orient, et regarde du haut des radieuses voûtes les cités de la terre, et les dédaignant toutes, leur jette son ombre en fouillant. A poesia joga essa sombra en fouillant, tipo fugindo, né? Para dizer bem mineirês, se indo. Em Minas a gente tem um verbo que é indinha, né? Não sei se vocês conhecem, que a gente fala assim. E eu vinha do supermercado quando encontrei um amigo. Então, esse alfouillant era se indo, algo assim. Et voyons encore. Puis, dans l'or du matin luisant comme une étoile, tantôt elle y découpe une frange à son voile, tantôt, comme un guerrier qui résonne en marchant, elle frappe d'éclairs la forêt qui murmure, et tantôt, en passant, rougit sa noire armure de la fournaise du couchant. Donc, vous voyez qu'ici, il y a c'est encore une description de la nature mêlée de l'inspiration et d'un discours sur la poésie. Et j'explique un peu ici. Et puis, dans l'or du matin, luisant, vous voyez l'or du matin, c'est le soleil du matin, luisant comme une étoile. Tantôt, elle y découpe une frange à son voile. Pense aux rayons du soleil qui passent parmi ou à travers les nuages. Tantôt, comme un guerrier qui résonne en marchant, elle frappe d'éclairs la forêt qui murmure. Et tantôt, en passant, rougit sa noire armure. Donc, envermelha, né, a armadura escura, negra, dans la fournaise du couchant. Couchant, le soleil couchant. Avançons ici. Voilà. Et je vais vous montrer pourquoi ces poèmes m'intéressent. Enfin, et vous voyez là, ça c'est intéressant à remarquer, la progression du poème. Il y a une progression temporelle de cette perception de la nature. Il commence ici souvent. C'est on va dire un tableau récurrent. Et puis, il commence la strophe suivante avec « alors ». Vous voyez qu'il y a tout d'abord un tableau récurrent, mais ici, il y a un tableau qui change de ce tableau récurrent. Et ensuite, la strophe suivante commence avec « puis ». Ensuite, n'est-ce pas? Donc, il y a une séquence. Et la page suivante, enfin, sur un vieux mont, colosse à tête grise, sur des Alpes des neiges, un vent jaloux la brise. Qu'importe, suspendu sur l'abîme béant, le nuage s'échange en un glacier sublime et de mille fleurons qui hérissent sa cime fait une couronne au géant. Je répète la lecture. Enfin, sur un vieux mont, colosse, pensez à une montagne, colosse à tête grise, un colosse com cabeça cinza, pensez à une montagne, et le sommet de la montagne, normalement, n'a pas de végétation, et ça reste assez souvent la couleur de la terre, ici, dans le cas gris, ou grise. Sur des Alpes de neige, un vent jaloux la brise, qu'emporte. Suspendu sur l'abîme béant, les nuages, vous voyez, les nuages suspendus sur l'abîme béant s'échangent en um glacier sublime. Então, suspenso
sobre um abismo peão, aqui seria tipo bendito, vento, algo assim. Les nuages se changent en glacier sublime. A nuvem se transforma em um glaciar sublime. Et des mille fleurons qui hérissent sa cime fait une couronne au géant. E aí, essa nuvem vira uma espécie de coroa do gigante. Ce qui m'intéresse ici dans ce poème, et que j'aime bien, c'est le pouvoir de l'imagination du poète à regarder le nuage. Et c'est un exercice qu'on fait comme enfant, n'est-ce pas? De regarder les nuages sur le soleil et voir quelles sont les formes que les nuages prennent et se transforment en monstres, en géants, montagnes, flocons de neige, barba papa. Barba papa, c'est algodão doce. Seria en français a barba do povo. Et voilà, donc je continue. Et il continue dans cette espèce de métaphore du nuage qui va s'échanger. Et il continue. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je voudrais encore travailler ou commenter autres poèmes. Comme les hauts cimiers du mont inabordable, alors il dresse au loin sa crête formidable. L'arc-en-ciel vacillant joue à son flanc d'acier, et chaque soir, tandis que l'ombre en bas s'assiège, le soleil ruisselant en lave sur la neige change en cratère les glaciers. Et donc, vous voyez que ce qu'il fait, c'est de parler de toute cette transition. Ici, ce n'est pas forcément... c'est de la nature, mais c'est presque un petit film sur les transformations du paysage par rapport à la place du soleil et toutes les couleurs qu'il jette ou qu'il projette sur le paysage. On continue ici rapidement. Son front blanc dans la nuit semble une aube éternelle. Et vous voyez que c'est important de faire attention à ces genres de pronoms possessifs, par exemple. Son front blanc dans la nuit semble une aube éternelle. Les chamois effarés dont le pied vaut une aile, l'aigle même le crin, l'ombre sombre et silencieux. Vous voyez, l'aigle même le crin. Até a águia o tem, tellement c'est haut, n'est-ce pas? La tempête à ses pieds tourbillonne et se traîne, l'œil ose à peine atteindre à sa face sereine, tant il est avant dans les cieux. Ici, il parle encore du nuage. Et seul à ses hauteurs, on ne fait pas la liaison ici, et seul à ses hauteurs, sans crainte et sans vertige, mon esprit, de la terre oubliant le prestige, voit les jours étoilés, le ciel qui n'est plus bleu, et contemple de près ces splendeurs sidérales, dont la nuit sème au loin ses sombres cathédrales, jusqu'à ce qu'un rayon des dieux le frappe de nouveau. Ici, ce n'est pas très court d'avoir une strophe, l'essence d'une strophe qui continue dans la strophe suivante. Vous avez bien vu que dans les strophes précédentes, nous avons une idée tout entière, n'est-ce pas?
Ça finit, par exemple, ici avec un point final, ici avec exclamation, mais ici nous avons une continuation entre deux strophes. Et vous voyez, ce que j'aime bien dans ces genres de poèmes, c'est qu'il y a la construction d'un sens. Même si certains passages, certains extraits sont des compréhensions difficiles, assez souvent ce n'est pas facile à comprendre les métaphores, les images créées. Assez souvent c'est possible. On sort par exemple de cette description des images et des lumières du jour, et le poète revient à son esprit. L'esprit envolé du début revient ici. Donc, et seul, assez hauteur, sem crainte e sem vertigem. Então, nessas alturas, só, sem temor e sem vertigem, mon esprit, de la terre oubliant le prestige, o espírito, né? Esquecendo o prestígio da terra, o aller-jour étoilé, le ciel qui n'est plus bleu, et contemple. Ça, c'est très important, la notion de contemplation de la nature. Et contemple de près ces splendeurs sidérales dont la nuit sème au loin ses sombres cathédrales, jusqu'à qu'un rayon de soleil, jusqu'à ce qu'un rayon de Dieu le frappe de nouveau, donc un rayon de Dieu frappe de nouveau l'esprit du poète, le précipite et change les prismes du glacier en flots mêlés des fanges. Donc, vous voyez que les rayons du soleil va changer l'esprit du poète, n'est-ce pas? Et voyons ici, le frappe nouveau, le précipite, donc fait l'esprit du poète chuter, tomber, et change les prismes du glacier en flots mêlés des fanges. Seriam, sei lá, flow, seria tipo fluxos, né? Misturados com fange, c'est déchéance, une espèce de décadence. C'est une image poétique, d'accord? Fange, ça peut être aussi synonyme de boue, lama, d'accord? Vous voyez ici, c'est un bon vers pour parler du grotesque et du sublime. Souvenez-vous, avant d'entrer dans le poème, je vous ai parlé du préface de Cromwell, exactement de Victor Hugo, et de cette proximité, n'est-ce pas, du sublime, ou du beau et du grotesque. Et donc, vous voyez ici un rayon de Dieu le frappe de nouveau, le précipite, donc fait tomber l'esprit du poète qui était dans les hauteurs, et change les prismes du glacier en flots mêlés de fange. Então, em fluxos misturados com lama. Né? Fluxos, eu digo o fluxo de rio, né? Onde, sabe? Mas é bom, o fluxo mesmo. Alors, il croule, desaba, né, o espírito. Alors, éveillant mille échos, pardon, il retombe un torrent dans l'océan du monde, chaos aveugle et sourd, mer immense et profonde, où rassemble tous les flots. Et continue la page suivante, la dernière strophe. Au gré du divin souffle en si vont mes pensées, dans un cercle éternel incessamment poussé. Au gré du divin souffle, ainsi vont mes pensées, dans um cercle éternel incessamment poussé. Estão vendo que o pensamento do poeta, os pensamentos do poeta, seguem, vão a gente fala, né, de bom grado, au gré de,
né, vão ao grado segundo a vontade do sopro divino. Et du terrestre océan, dont les flots sont amers, comme sous un rayon monte une nue épaisse. Ici, nu, synonyme de nuage, uma nuvem espessa. Elle monte toujours vers le ciel et sans cesse redescend des cieux aux mers. Donc, vous voyez qu'il y a un flux constant, ces mouvements constants de monter vers le ciel ou les cieux et redescendre dans les mers. Donc, vous voyez qu'il y a, on est même capable, ici, dans ce poème, de voir ces mouvements ou cette présence constante de sublime, donc tout ce qui est sublime lié à Dieu, aux hauteurs, aux transcendances, ou à la transcendance, et d'autre côté, tout ce qui remonte ou fait chuter vers la terre, n'est-ce pas? La terre, les mers, les fanges, un synonyme de boue, né, ou eu falei aqui fange comme un synonyme de lame. Il y a un mouvement de la pensée qui remonte aux cieux et qui redescend vers la terre. Okay? Et tout ça provoqué par l'observation de la nature, l'observation du paysage. Donc, le poète en contact avec la nature et la nature, le poète en contact avec la nature, et la nature est une image de Dieu ou un signe de la présence de Dieu. Donc, quand le poète est en contact avec la nature, par conséquent, il est en contact avec Dieu ou la divinité, etc. N'est-ce pas? Et donc, c'est fini ce poème de Victor Hugo, et vous voyez le livre s'appelle Les feuilles d'automne, feuilles d'automne. Et automne, c'est toujours un symbole de mélancolie, parce que c'est la saison qui montre le passage du temps et nous montre que les choses sont mortelles, ne sont pas infinies, et que après la beauté du printemps et de l'été, il viendra l'hiver comme une saison froide, difficile, etc. Et donc, j'avance ici et je voudrais lire un poème plus court, nous avons 9 minutes, un poème de Alfred Musset. Et Musset, c'est un poète peut-être plus conforme à ce que vous connaissez comme romantisme. C'est un poète de l'amour, n'est-ce pas? Et je voudrais vous montrer aussi un poème d'amour, n'est-ce pas? Et ce poème-là, il s'appelle Chanson. Et c'est intéressant, ça c'est quelque chose qui sera important pour les poètes symbolistes après, cette relation avec la musique. Et comme je disais tout à l'heure, moi, je suis un mauvais lecteur de poésie parce que je mets en avant les sens et j'oublie un peu de la musicalité. Et n'oubliez pas que la poésie vient de la musique, n'est-ce pas? Avant, c'était musique et poème ensemble. Et on a séparé ces choses-là. Et assez souvent, certains poètes nous rappellent cette connexion entre poésie et musique. Et en plus, cette connexion, elle n'est pas anodine, elle n'est pas sans importance, parce que la musique est la forme d'art
la plus éthérée, la plus abstraite et en même temps peut-être la plus capable de nous émouvoir. A poesia, pardon, a música, pensando aqui mais em música clássica, né? Música em termos de som, é a forma de arte mais abstrata, mais etérea, né? Porque são sons, né? Não tem materialidade, tem, né? Mas não tem a materialidade, por exemplo, de uma escultura. Mas, ao mesmo tempo, é talvez a forma de arte mais capaz de nos emocionar. On peut lire un livre et s'émouvoir avec le livre. Mais il faut avancer dans la lecture. Le poème, c'est pareil. La peinture, la sculpture, par exemple, ça peut nous toucher. Mais la musique est presque instantanée. N'est-ce pas? Gente, falei, pensando em música clássica, porque eu queria guardar a coisa do som, né? E não o sentido. Mas não precisa ser música clássica, pense na batida do funk. Não precisa nem começar a tocar a letra, né? A batida de terreiro é imediato, né? Para quem está envolvido, começa a tocar, aquilo puxa. Né? C'était juste pour vous donner cet exemple. Et ce n'est pas par hasard que la poésie évoque assez souvent ces côtés perdus. 2 secondes, il me semble que j'ai perdu la connexion du... Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Ah, d'accord. Parce que j'ai entendu un bruit ici, je pensais que j'avais perdu la connexion Bluetooth. Donc, voilà, le poème. Chanson de Alfred de Musset. J'ai dit à mon cœur, à mon faible cœur, n'est-ce point assez d'aimer sa maîtresse? Et ne vois-tu pas qu'échanger sans cesse, c'est perdre en désir les temps du bonheur? Vous voyez que c'est beaucoup plus musical, beaucoup plus facile à comprendre que les 2 poèmes précédents, n'est-ce pas? Le poème de Lamartine, un peu plus facile, celui de Victor Hugo, c'est un poème difficile, un vocabulaire difficile, des tournures de phrases. Et ici, nous avons un poème qui s'appelle Chanson. Et la chanson doit être chantée, n'est-ce pas? Et vous voyez comment c'est beaucoup plus mélodieux. Et pour ne pas dire que je n'attire pas votre attention à des aspects musicaux, rythmiques du poème, pensez que j'ai dit à mon cœur, à mon faible cœur. 10 syllabes, et nous avons la césure du vers ici. C'est-à-dire que nous avons 5 syllabes avant la pause et 5 syllabes après. Donc, pour la lecture, on lit jusqu'ici, on fait une pause jusqu'à la fin du vers. On reprend ici jusqu'à la césure et on continue. Ça va donner le rythme, n'est-ce pas? Donc, je dis à mon cœur, à mon faible cœur, n'est-ce point assez d'aimer sa maîtresse? Et ne vois-tu pas que changer sans cesse, c'est perdre en désir les temps du bonheur? Il m'a répondu, ce n'est point assez d'aimer sa maîtresse. Et ne vois-tu pas qu'échanger sans cesse nous rend doux et chers les plaisirs passés? J'ai dit à mon cœur, à mon faible cœur, n'est-ce point assez des temps de tristesse? Et ne vois-tu pas qu'échanger sans cesse, c'est à chaque pas trouver la douleur? Et je vais finir. Il m'a répondu, ce n'est point assez des temps de tristesse. Et ne vois-tu pas qu'échanger sans cesse nous rend doux et chers les chagrins passés? Vous voyez qu'il y a quelque chose dans le poème qui se répète comme une chanson, comme une espèce de refrain,
n'est-ce pas? J'ai dit à mon cœur, à mon faible cœur. Et ici, c'est déjà mélodieux. Et puis, ça se répète. J'ai dit à mon cœur, à mon faible cœur. Et la réponse, c'est tout. Et vous voyez que la réponse change un tout petit peu. N'est-ce point assez d'aimer sa maîtresse? N'est-ce point assez des temps de tristesse? Et puis la réponse du cœur, il m'a répondu, ce n'est point assez, ce n'est point assez d'aimer sa maîtresse. Et les vois-tu pas qui changer sans cesse nous rend doux et cher le plaisir passé. Vous voyez qu'il y a un message court, il y a le poète qui parle, qui dialogue avec son cœur. Donc, même si on met les sentiments à l'extérieur, c'est-à-dire de parler à son cœur, c'est une espèce de réflexion, d'auto-réflexion aussi, n'est-ce pas? C'est de se poser une question sur les sentiments que nous avons. Et en plus, il dit à son cœur, n'est-ce pas assez d'aimer sa maîtresse? Não é o bastante, né? O suficiente amar sua maîtresse, pode ser amante, pode ser professora, né? Mas aqui no caso é mais para amante, amada, né? Aquela música do Roberto Carlos, né? Amada, amante, né? Então maîtresse como amada e como amante. Em contextos assim, por exemplo, a pessoa tinha uma maîtresse, era uma amante, né? E ne vois-tu pas que changer sans cesse, né? Que você não vê que mudar constantemente, né? Sem parar, sem interrupção, se perdre en désir les temps du bonheur. Ici, c'est la question qu'il pose au cœur, n'est-ce pas? Não é o suficiente amar a sua amante, né? E você não vê, coração, né? Que mudar sem parar é perder em desejos o tempo da felicidade. Só uma coisa, é engraçado porque eu sempre gosto de fazer essas comparações com o momento presente. E aí eu falei aqui que ele está conversando com o próprio coração, né? Vocês lembram de coração, diz para mim, por que é que eu fico sempre desse jeito? José Augusto, era tema da Barriga de Aluguel, da novela, anos atrás. Mais c'est la même procédure, le même type de réflexion sentimentale. Et ici, nous avons le cœur comme métaphore de la sentimentalité. N'est-ce pas? O coração vira uma metáfora do sentimento, né? Do lugar do sentimento. Lembrando de música, só que só tempos depois é que a Marisa Monte vai quebrar um pouco e dizer que meu coração é um músculo involuntário, né? Ele pulsa por você. Ele deixa de ser a metáfora do lugar do sentimento e vira uma coisa, um órgão mecânico que pulsa involuntariamente, mas ele pulsa involuntariamente para você, o que não deixa de ser irônico, né? Ele não bate por querer por você, é involuntário. E por fim, le cœur répond, ce n'est point assez. O point aqui é como sinônimo de pas, né? Não é suficiente. E aí o coração responde, ne vois-tu pas que changer sans cesse nous rend doux et cher le plaisir passé? Então, né, você não percebe que mudar sem parar nos torna suaves, né, e queridos, que nos tornam suaves e queridos os prazeres passados? E aí ele repete, né? Se não é suficiente tanta tristeza, eu estou fazendo aqui rapidinho, porque já deu 10 horas. Né, a ideia do sem parar, se achar que quatro trouver la douleur, né? Então, né é ótimo, né? De encontrar a dor, né? A cada vez, né, de pensar nessas coisas do passado, de encontrar a dor, e aí ele responde, ce n'est point assez de ton tristesse, et ne vois-tu pas que changer sans cesse
nous rend doux e cher les chagrins, tá certo? Então, o coração responde, né, que torna doces e queridos os sofrimentos passados. Et c'est intéressant parce que le cœur répond sous la forme de questions, n'est-ce pas? Donc, c'est ça, c'est fini pour aujourd'hui. C'est la fin du romantisme, comme je vous ai dit. Et je vais essayer de poster demain l'activité sur les contes fantastiques. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Oui ou non? Et juste une petite question rapidement aussi. C'est que oui, je vais bien réfléchir parce que il fallait parler du symbolisme et réalisme, mais nous avons encore... Oui, je ne vais pas prendre votre temps là tout de suite. Je vais penser, parce qu'il me semble que nous avons encore 4 semaines de cours, et je vais voir comment distribuer les contenus qui nous restent dans les cours à venir. D'accord? Et puis, je vous laisse un message. Marcus, je préfère parler dans un autre moment parce que j'ai les cours de critique aujourd'hui, lá, maintenant, à 10 heures. Eu vou ter aula de crítica agora porque terça foi feriado. Me escreve no chat privado e aí a gente marca de se falar, aí a gente faz uma ligação aqui pelo Teams mesmo. Pode ser? Ok? Aí a gente combina um horário que seja bom para você e para mim. Ok? Bon, je vous dis au revoir. Je vous remercie l'attention.